Pour contester les instruments de la puissance informationnelle américaine, les BRICS vont se réunir dès 2009. Les BRICS, vous savez, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et dès 2011 l'Afrique du Sud. Ces 5 émergents de très grande ampleur vont unir leurs voix pour contester l'hégémonie des grandes puissances du G7 sur les décisions internationales. Le G7, vous savez, c'est l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, c'est-à-dire les 7 principales économies du monde avant l'émergence des BRICS. La Chine et la Russie, qui sont un peu les idéologues de ce groupe, considèrent la souveraineté et leur souveraineté comme la norme absolue des relations internationales. Et en décembre 2012, ils vont demander tous les deux, au sommet de l'Union internationale des télécommunications, que le fameux système d'attribution des noms de domaine, vous savez, le fameux ICANN, puisse, sur leur territoire national, échapper justement à cette organisation, cette ONG basée aux États-Unis, mais une ONG qui dépend toujours du ministère américain du Commerce. Dans un premier temps, c'est un échec. Seulement, à l'été 2013, donc il y a peut-être là un timing hasardeux mais utile, l'affaire Snowden va révéler dans le monde entier la surveillance de masse d'Internet, à la fois par la NSA mais aussi par des sociétés privées qui travaillent pour les agences américaines. Et ça va exacerber la surveillance de masse d'Internet, notamment dans les BRICS. À ce moment-là, la présidente brésilienne Dilma Rousseff va réclamer la désaméricanisation du web, je cite, à la tribune de l'ONU, et les Américains vont finir par accepter finalement, sous la pression des non-alignés, de renoncer à leur tutelle totale sur l'ICANN, tout en rejetant quand même le projet de gouvernance démocratique qui avait été proposé par la présidente du Brésil. Et à la toute fin de son mandat, son second mandat, en octobre donc 2016, Obama va placer finalement l'ICANN sous la tutelle d'une agence internationale au sein de laquelle vont être représentées les grandes entreprises du secteur. Seulement, il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre que les organisations de la société civile, les experts techniques et les gouvernements qui y siègent sont évidemment pour la plupart américains, puisque les grandes activités numériques sont toujours détenues par des sociétés américaines ou occidentales. Seulement, dans cette agence internationale, les décisions doivent désormais se prendre à l'unanimité. Certains pays comme la France vont dénoncer à ce moment-là une privatisation de fait de l'ICANN au bénéfice des GAFAM. Et en 2023, l'été 2023, quand une des responsables de la politique de la Silicon Valley aux États-Unis va devoir être proposée comme responsable du numérique, de la politique numérique de l'Union européenne, le scandale va revenir à peu près à cette ligne de fracture. Les BRICS, à ce moment-là, vont contester aussi l'hégémonie informationnelle américaine dans leur propre espace. Les Russes lancent leur système de géolocalisation par satellite, donc le concurrent du GPS, en 1996, qui s'appelle GLONASS. Et les Chinois, en 2003, vont lancer un système qui s'appelle Baidu, avant de l'ouvrir au public 10 ans plus tard. La Russie et la Chine ont aussi investi sur des missiles hypersoniques anti-satellites, ce qui d'ailleurs va conduire les Américains à développer des systèmes de navigation militaire sans GPS. La Chine a même pu, grâce à des transferts de technologies russes d'ailleurs, lancer en 2003 un ambitieux programme spatial, tandis que le Kremlin réactivait justement son propre programme spatial en 2006 pour se doter dès 2013 d'un tout nouveau lanceur qui s'appelle la fusée Angara, et pour préparer minutieusement sa nouvelle guerre de l'information contre l'Occident, dont aujourd'hui l'Ukraine n'est finalement qu'une partie du théâtre d'opération avec, vous le savez, cette guerre des satellites. Après le 11 septembre d'ailleurs, qui a été une perte tellement décisive dans la guerre de l'information mondiale pour l'administration Bush et pour ses alliés, qu'elle a dû réviser en profondeur toute sa doctrine sécuritaire en termes d'information pour bâtir un tout nouvel appareil de propagande qui va être baptisé la Strategic Communication, la communication stratégique dont on a déjà parlé, et que tous les États occidentaux vont se mettre à adapter à leur sauce, mais à reproduire quand même du modèle, du framework américain. En matière d'instrumentalisation des médias, par exemple, la CIA va investir à partir du 11 septembre des sommes très conséquentes dans des campagnes de presse. Alors que depuis des décennies, l'armée et le département d'État
n'agissaient pas au grand jour. Bien désormais, ils vont changer de politique. La CIA elle-même va injecter des récits dans les médias sous le manteau. Et ce modus operandi ancien a été révélé en 1976, au moment où une commission d'enquête du Sénat a dû étudier ce qu'on appelle les opérations gouvernementales de renseignement. Et cette commission d'enquête en 1976 va révéler une opération qui s'appelle Mockingbird. C'est une opération de propagande qui impliquait des journalistes américains, comme étrangers d'ailleurs, ainsi que des dizaines d'organes de presse, d'agences ou de journaux, de télévision, de radio, qui servaient en fait de couverture à l'étranger aux agents américains. Le New York Times, à l'époque, va enquêter et va révéler qu'en fait, l'agence a créé un réseau mondial de propagande en rachetant ou en créant même parfois, à travers des sociétés écrans, une multitude de médias et de petites agences de presse. À l'époque, Carl Bernstein, qui est le journaliste qui va révéler le scandale du Watergate, révèle que pas moins de 400 journalistes américains ont aidé la CIA à implanter, à implémenter, à publier de fausses informations auprès de fonctionnaires de gouvernements étrangers qui n'y voyaient que du feu. La CIA recourt d'ailleurs aussi bien à des agents qui se font passer pour des journalistes, pour des correspondants, qu'à des pigistes qui sont des privés qu'elle va rémunérer. Parfois, elle a même des accords directs avec des propriétaires de médias, on en a parlé pour Rupert Murdoch, c'était pas le seul, et avec des rédacteurs en chef ou des journalistes de médias étrangers. Mais la CIA est aussi présente directement avec ses agents sous couverture dans tous les bureaux étrangers des grands médias américains et plus largement occidentaux. Elle est aussi présente, et c'est la force de frappe, on en a parlé des dépêches qui viennent d'agences de presse, dans les bureaux d'Associated Press et de United Press, où d'ailleurs leurs homologues du MI6 britannique vont aller s'implanter chez Reuters, vous savez, l'agence d'information économique dont justement Murdoch et la presse britannique étaient actionnaires avant son introduction en bourse. En 1978, la CIA dépensait au moins 265 millions de dollars en propagande. C'est le budget combiné des 3 plus grandes agences de presse mondiales à l'époque. Et ce qu'on peut dire donc, c'est que la CIA était de manière complètement déguisée la plus grande agence de presse à l'époque où ce scandale l'a conduit à renoncer, officiellement en tout cas, à recruter directement des journalistes. Et il a donc fallu à ce moment-là baisser son budget de propagande, notamment à la fin de la guerre froide, quand on estimait que c'était plus forcément nécessaire. Seulement, la guerre secrète de l'information n'a absolument jamais connu de trêve. Et dès 1991, avec la fin de l'URSS, c'est le Guardian, un journal britannique, qui va révéler que la CIA a rémunéré 90 journalistes britanniques par l'intermédiaire de la BCCI, c'est la Banque de Crédit et de Commerce Internationale. Ce que voulait à l'époque la CIA, c'est justement contourner la loi Smith-Mount de 1948, qui lui interdisait de diffuser de la désinformation sur le sol américain. À l'étranger, d'accord, mais pas sur le sol américain. Seulement, il y a une manière de contourner ça, c'est de faire indirectement diffuser de la désinformation par des retombées d'agences étrangères, par des publications étrangères, notamment anglo-saxonnes. Et à l'époque, la CIA peut aussi compter sur l'autocensure patriotique de journalistes avec laquelle elle est finalement en contact, à laquelle elle donne de l'information. Par exemple, on l'a vu au moment de la couverture des tortures qui ont été commises à Guantanamo, la base où les Américains ont commis des abjections sur des prisonniers de guerre. Et ce qui s'est passé à Guantanamo va être énormément minimisé dans les médias américains. Le New York Times, par exemple, a refusé de publier un article de sa correspondante à Kaboul en février 2003 qui traitait à l'époque de la mort suspecte d'un prisonnier en détention. Et pendant la guerre froide, le KGB fait exactement la même chose. Leurs espions disaient que les médias occidentaux étaient très facilement manipulables. Pourquoi ? Parce que les journalistes anglo-saxons, français, étaient avides de scoops, mais ils étaient relativement feignants. Donc, ils rédigeaient leurs articles à partir de communiqués de presse, et ils ne faisaient pas particulièrement la distinction quant à la nature et à la fiabilité de leurs sources. Par exemple, ils ne savaient pas authentifier la source
d'une fuite anonyme. Ils prenaient pas le temps, ils n'avaient pas les réseaux, notamment dans le système de renseignement, pour arriver à authentifier la fuite, donc la source, mais donc aussi son contenu. Et le SVR, le service de renseignement extérieur russe, a eu recours à l'époque à des agents sous couverture journalistique, eux aussi, comme la CIA, notamment parmi les correspondants étrangers des grands médias russes et du proche étranger. Comment ils faisaient? Ils approchaient des cibles, ils recrutaient même des agents parmi les journalistes étrangers qui parfois partageaient des valeurs ou parfois étaient des idiots utiles qui ne savaient même pas qu'ils servaient le régime communiste, et ils posaient même des questions embarrassantes aux responsables politiques étrangers occidentaux lors de leurs conférences de presse. On ne sait pas vraiment si la France a agi de la sorte, mais on sait par exemple que le journaliste Roger Hock, qui est le père biologique de Marion Maréchal Le Pen, lui il a avoué dans un livre posthume qui est paru en 2015 et qui est intitulé Au service secret de la République, il a avoué qu'il avait collaboré tout au long de sa carrière de journaliste avec plusieurs services de renseignement. Alors d'abord le Mossad, et puis la DGSE et la CIA. Et à partir de 89, il avait collaboré avec eux, donc à la chute du mur de Berlin. Et plus récemment, il y a un journaliste indépendant qui est spécialisé dans les questions justement de défense, qui s'appelle Romain Mielsarek, et qui a affirmé publiquement avoir refusé les avances de 2 services de renseignement français pour travailler sous couverture. Seulement, les agences de renseignement peuvent aussi traiter des journalistes sans avoir à les payer directement. C'est-à-dire qu'elles peuvent les alimenter en informations plus ou moins secrètes ou prétendument secrètes qui vont finalement reprendre à leur compte sans même les vérifier dans leurs publications. Au départ, ça sera peut-être dans des journaux confidentiels, dans des lettres ou sur Twitter, et puis très vite dans les grands médias. C'est par exemple la spécialité des Britanniques, où les barbouzes et les journalistes proviennent souvent des mêmes très prestigieuses universités. L'exemple le plus célèbre, celui que tout le monde connaît, c'est celui de Ian Fleming. C'est l'auteur de la série James Bond. Et il a été journaliste pour le Times, avant de rejoindre ensuite le renseignement pendant la guerre, et de devenir, à la sortie de la guerre, rédacteur en chef des pages internationales du Sunday Times. Et puis, bien sûr, à l'époque, il y a ce fameux système des lobbies, c'est-à-dire des couloirs, des bruits de couloirs, où vous avez les pools de journalistes qui sont accrédités, qui ont l'autorisation auprès du Foreign Office ou du 10 Downing Street de pouvoir aller parler, aller communiquer, avoir du off auprès des sources de première main. Vous avez aussi le MI5 et le MI6, donc les services intérieurs et extérieurs de la reine, qui vont offrir des briefings privilégiés à certains journalistes. Ces journalistes, évidemment, trop contents d'être priorisés, d'être mis en avant, et puis ça leur sert leur carrière, ne vont jamais remettre en cause leurs sources, de peur de perdre un accès spécial à ces infos exclusives, qui est un accélérateur de réputation et donc pour elles d'avancement de carrière. Et l'autocensure d'ailleurs est aussi de mise parce qu'elle est encouragée par un comité de cadres de la presse et de hauts fonctionnaires qui conjointement sont réunis dans un comité qui s'appelle le D-Notice. À l'époque, il s'accompagne même de la menace de poursuite judiciaire parce que pour le gouvernement britannique, et on l'a vu avec l'épopée dévastatrice de Rupert Murdoch sous le pouvoir, sous le règne de Margaret Thatcher, toutes les grandes batailles d'opinion, mais donc aussi militaires, se jouent autant à Fleet Street, qui est le siège des très grands journaux britanniques, qu'en Irak ou en Afghanistan, sur le terrain militaire. Aux États-Unis, ce sont les néocons, les néoconservateurs, qui vont prendre la main après le 11 septembre. D'ailleurs, depuis 1998, ils réclamaient déjà une intervention en Irak pour en finir une bonne fois pour toutes avec Saddam Hussein. Et Rupert Murdoch, on l'a vu, a été à la manœuvre à plusieurs reprises pour convaincre les Américains de consentir à une guerre contre un adversaire qui, à la différence par exemple des talibans qui avaient abrité Ben Laden, n'était pas du tout impliqué dans les attentats du World Trade Center ou du Pentagone le 11 septembre 2001. Et ceux qu'on appelle les faucons s'en sont donnés à cœur joie dans des campagnes de presse qui ont été pensées, menées, millimétrées par le secrétaire adjoint à la défense, qui s'appelait Paul Wolfowitz, et qui avait, dans les années 70, fait partie de ce qu'on appelle l'équipe B. L'équipe B, c'est le groupe d'analyse parallèle de la CIA, qui est chargé justement à l'époque de répandre, dans un contexte de la guerre froide, des fausses informations pour montrer
la supériorité soviétique dans un but, celui de convaincre le Congrès de reprendre la course aux armements et de donner plus d'argent aux agences publiques américaines. Les agences privées d'ailleurs, notamment de RP, de relations publiques, fonctionnent à l'époque à plein régime, notamment une boîte qui s'appelle Benader et qui met à la disposition des médias des pseudo-experts qui vont à longueur de temps affirmer que l'Irak possède des armes de destruction massive, même quand l'évidence de l'absence de preuves se fait ressentir et rentre dans le débat public. Toutes ces fausses informations ont été directement conçues par l'administration de George W. Bush pour ensuite être reprises dans nos médias, même en France et partout en Occident, notamment grâce à une invention que sont les communiqués de presse vidéo qui sont fournis aux salles de rédaction des chaînes. C'est pas du tout anecdotique à l'époque. Il faut comprendre qu'entre septembre 2002 et février 2003, 92% des 414 reportages diffusés sur l'Irak dans les grands networks, les grands réseaux de chaînes américains, donc NBC, ABC et CBS, ont été fournis directement par le gouvernement américain. 92%. Un scandale a même éclaté lorsqu'on a compris que les agences de presse publiques et de relations publiques qui étaient très grassement payées, eh bien, prenaient l'argent public pour payer, pour bakchicher des chroniqueurs et des experts qui étaient payés pour aller porter la bonne parole de l'administration Bush dans des médias. Et de l'autre côté de l'Atlantique, l'allié de George W. Bush, Tony Blair, a joué lui aussi de la propagande officielle. Il sera raconté plus tard par David Rose, qui est un journaliste de l'Observer, qu'en fait, eh bien, il a été complice de ses sources au sein d'un programme de guerre psychologique lancé en 1997 par le MI6 et qui s'appelait Mass Appeal. Il s'agissait très concrètement d'influencer les médias britanniques, polonais et français, notamment la presse, pour que ces trois presses-là puissent façonner l'opinion publique sur l'Irak et surtout sur la menace que représentaient ces fameuses armes de destruction massive. Une commission d'enquête parlementaire britannique a conclu en 2016 que le gouvernement avait très largement exagéré le danger irakien et que l'entrée en guerre des Britanniques n'était absolument pas justifiée. Mais c'était bien trop tard, en 2016. Prenons un exemple, parce qu'il explique bien ce dont on parle depuis tout à l'heure. Lorsque George W. Bush lance une campagne de strategic communication, de communication stratégique, visant à établir un lien entre Al-Qaïda et l'Irak, bien qu'est-ce qu'il fait ? Il présente un haut dirigeant d'Al-Qaïda, qui est un Jordanien, qui s'appelle Abu Musab al-Zarqawi. Et selon la communication de l'armée américaine, eh bien, ce al-Zarqawi aurait été soigné à Bagdad en échange d'une aide dans la planification d'attaques chimiques et d'attaques biologiques. Powell, à ce moment-là, reprend cette histoire et dit même que Zarqawi est un très très proche d'Oussama Ben Laden, pour qui il prépare en fait des attaques biologiques, pas seulement au Moyen-Orient, non, en Angleterre et en France, après avoir justement obtenu refuge auprès de Saddam Hussein en Irak. Et il le fait à l'époque, Colin Powell, pour mieux convaincre le Conseil de sécurité de l'ONU de lui donner carte blanche. Et s'il cite nommément la France, c'est parce que justement la France rechigne. Vous vous rappelez du fameux discours de notre ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, où il va donner son veto à cette décision. Plus tard, c'est une fuite de responsables américains en Irak qui va permettre de publier la fausse lettre de revendication de tous les attentats suicides commis, en fait, pas du tout par al-Zarqawi, mais commis par l'insurrection menée par Moqtada al-Sattar à Zarqawi. Parce que, eh bien, finalement, Zarqawi, au départ, c'était rien d'autre qu'un modeste rival, en fait, de Ben Laden. Il avait un tout petit groupe autour de lui. Seulement, la prophétie est auto-réalisatrice. Et on a compris plus tard qu'une société de conseil en communication stratégique, qui a été créée en 1999 pour obtenir un contrat de plusieurs millions de dollars avec le Pentagone, avait un but, celui de vendre l'effort de guerre américain aux Irakiens. Cette entreprise s'appelle Lincoln Group. Et ils vont d'ailleurs aider sur place le général Tom Metz à s'emparer de Falloujah, en faisant croire qu'ils ont éliminé Zarqawi et même Al-Qaïda sur place. Le pire,
c'est que les journalistes, même ceux qui étaient présents sur place, ne vérifiaient déjà plus rien. On est il y a 20 ans. Et les architectes, à l'époque, de cette communication stratégique américaine, bien, ont réussi, dès le départ, à produire dans notre presse, même la presse française, leur propre réalité, leur propre description de la guerre. L'administration Bush se voit à cette époque comme l'actrice de l'histoire, parce qu'elle arrive à créer des réalités nouvelles, et dans ce qu'on appelle déjà la réelle politique, eh bien elle crée une réelle politique de la fiction, qui est fondée d'abord sur un désir, celui de miner le débat public, en le fondant dès le départ sur des opinions plutôt que sur des faits. Et au final, c'est ce qui va accoucher d'une culture et d'un débat public aujourd'hui complètement fondé sur l'affirmation plutôt que sur la vérité. Donc c'est ce qu'on appelle la culture du clash. Et c'est ce que Fox News et Rupert Murdoch et Roger Ailes vont magnifiquement utiliser pour amener la murdockisation des esprits en amenant Fox News à leur apogée, à battre CNN. Seulement, les effets de ces manipulations sont absolument désastreux. À force d'être présenté comme un grand chef de guerre, comme le numéro 2 d'Al-Qaïda, Zarqawi a réussi à lever de l'argent. Il a aussi levé des combattants sur son nom. Et finalement, Ben Laden l'a nommé chef de la résistance d'Al-Qaïda à l'occupation américaine. C'est là qu'on comprend que justement, ce mythe propagandiste terrifiant a pu auto-créer sa prophétie. En 2008, une équipe de chercheurs de l'université de Cardiff va étudier un échantillon de 2207 histoires qui ont été diffusées par les grands médias britanniques. Et à ce moment-là, donc en 2008, ils s'aperçoivent que ces 2207 histoires provenaient pour 60% de deux sources principales, les agences de presse et les sociétés de relations publiques. Ça veut dire que 60%, c'est 5 fois plus que les articles qui proviennent du seul travail des journalistes, du travail d'enquête, d'investigation, de témoignage et de recoupement. Et quand on sait que seulement 1% des dépêches publiées par les journaux britanniques indiquent leurs sources, là on comprend qu'en fait c'est un énorme enfumage, parce que toutes les informations de seconde main ne sont pas vérifiées. Énormément en tout cas de ces informations-là, ce qui permet de donner le blanc-seing à de la désinformation qui provient soit de nos forces militaires, mais aussi de celles de l'ennemi. Et en France, il ne faut pas se croire protégé, c'est exactement la même chose. Il y a 3 chercheurs qui ont fait une étude sur l'année 2013. C'est Julia Cagé, Nicolas Hervé et Marilus Villot. Vous pouvez la trouver en ligne, et elle montre que tous les contenus produits en ligne pendant l'année 2013, eh bien, parmi ces contenus, les grands médias français reprennent les contenus originaux produits par l'AFP ou par leurs concurrents, en omettant dans 92% des cas de créditer leurs sources. Et ils vont calculer tous les 3 que 64% de l'information produite en ligne en 2013 par les médias sont du copier-coller pur et simple. Et avec le manque de moyens dans les rédactions et la demande de réactivité qui fait que les événements sont aujourd'hui couverts, c'est en tout cas ce qui est demandé par les rédactions, en moins de 25 minutes, comment peut-il en être autrement ? Juste pour bien saisir l'ampleur du phénomène. Il faut voir que le nombre d'employés des médias américains a diminué de 18% entre 1990 et 2005, au moment où Internet est rentré dans les rédactions. Avant de voir le nombre de journalistes de la presse quotidienne s'effondrer entre 2007 et 2015 de 55 000 à moins de 35 000. En France, on estime que le nombre de journalistes a baissé de 10% entre 1999 et 2002. Mais c'est concentré dans certains médias qui ont été carrément décimés. Je prends un exemple, l'Express. L'effectif de sa rédaction a été divisé par 3 entre 2013 et 2017. Et les médias publics d'ailleurs ne sont pas épargnés. Vous savez en France qu'il y a eu la suppression de la redevance, donc à un moment donné ça va se ressentir, et Murdoch, qui demandait depuis des décennies au gouvernement britannique de geler le financement de la BBC, eh bien il l'a obtenu, et ça a représenté très concrètement la suppression de 382 postes dans son service international, qui finalement ont mené en janvier 2023 à la fermeture de sa radio en langue arabe, qui était diffusée depuis 85 années. Évidemment, le terrain sur lequel nous reculons, eh bien nos adversaires en profitent et avancent leurs pions. D'ailleurs, ce sont les correspondants étrangers
et les journalistes d'investigation, qui produisent l'information la plus coûteuse. Donc le plus souvent, ce sont les premiers à sauter, à dégager des rédactions. En 2006, 80 pays dans le monde n'avaient absolument aucun correspondant de Reuters et d'Associated Press. Et Reuters, en 2001, n'avait à Kaboul qu'un seul journaliste qui était chargé d'alimenter l'agence en texte, en photo, mais aussi en vidéo. Donc autant dire que les agences dépendent des sources officielles et des agences de renseignement pour tout ce qui a trait aux conflits et aux questions internationales. Et c'est notamment l'industrie des relations publiques qui, elle, va voir ses effectifs exploser. Ils sont déjà 3 fois supérieurs à ceux des journalistes en 1990 aux États-Unis. Et la proportion continue de s'inverser et de s'envoler. Dans l'étude de l'université de Cardiff, 41% des dépêches d'agences contenaient l'empreinte évidente d'agences de relations publiques, qui ensuite vont se retrouver donc dans la moitié des articles des quotidiens britanniques les plus prestigieux, et puisque personne n'interroge la qualité bien des dépêches d'agences, en par exemple recoupant les informations, les citations, eh bien le métier va se transformer. On voit aujourd'hui que le métier des agences, c'est d'abord de rapporter avec précision ce que les gens disent. Je dis les gens, c'est les experts, les politiques, les acteurs institutionnels. Leur rôle, ce n'est pas et ce n'est plus d'enquêter. D'abord parce qu'ils n'en ont plus les moyens, et ensuite parce que ces agences sont mises en concurrence entre elles par les médias pour leur livrer une information qui est toujours meilleur marché et toujours plus prête à l'emploi, toujours plus réactive. Ce cercle vicieux ne semble pas avoir de limite. D'ailleurs, on voit que l'évolution des conditions de production de l'information nous empêche de facto, empêche les journalistes en tout cas, eh bien de rechercher des informations ou de vérifier des faits qui vont favoriser justement l'action. Aujourd'hui, ceux qui sont favorisés dans ce modèle de production, c'est les services de renseignement et les agences justement de relations publiques, parce qu'elles peuvent introduire sans mal de la fiction, par-ci, par-là, de la propagande aussi, dans nos médias modernes, dans des marques médias, pignon sur rue, sur Internet en l'occurrence, et dont l'échec est finalement complexe et très subtil. On peut injecter des données attrayantes et peu fiables dans la fabrique de l'information pour servir des intérêts particuliers sans qu'absolument personne ne les vérifie jamais, et c'est devenu d'ailleurs un jeu d'enfant ou presque, parce que un journalisme sans vérification des faits, c'est un peu comme un corps humain qui n'aurait plus de système immunitaire. Et on en est absolument là. C'est la quête de rentabilité des médias, initiée notamment par Murdoch, qui va en fait faire de cet impératif de véracité de l'information, qui était quand même la base de ce métier, quelque chose de suranné, quelque chose de dépassé, presque de romantique. Et quand on favorise la quantité d'articles, la réactivité, plus que la qualité de l'information, eh bien on arrive à cette fameuse culture du putaclic qui est là pour engranger de l'audience, donc des recettes publicitaires. Et ce qu'on demande à nos journalistes, aussi talentueux soient-ils, c'est de savoir faire de la photo, de la vidéo, du son et de la rédaction en même temps. Donc mécaniquement, quand on fait 4 métiers, on ne peut plus vérifier la base, la matière première de notre information. Les Anglais connaissent bien ça, ils appellent ça le journalism, c'est-à-dire le journalisme de baratinage, parce que depuis l'introduction de la production assistée par ordinateur, c'est la PAO, menée, on en a parlé, à whipping par Murdoch dans les années 80, ce sentiment d'urgence s'est imposé dans les rédactions et est devenu totalitaire. Il a pris le dessus. Il faut publier en premier. Tous les journalistes, y compris de télévision, ont un œil sur le concurrent en permanence. Donc, on ne vérifie plus rien. Aujourd'hui, être journaliste, ça revient à travailler à la chaîne. Les journalistes sont scotchés à un écran pour traiter passivement une information de seconde main sans avoir le temps de la recouper, ni les moyens humains, ni les équipes pour pouvoir la compléter. Et après la curation, il faut en plus faire le SAV sur les réseaux sociaux. Et cette dynamique, cette tendance s'est encore accentuée avec l'arrivée des pure players, des médias en ligne, en accentuant l'impératif de vitesse. On en a déjà parlé dans l'accélération de l'histoire. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du format RSS, comme sur InnoReader, vous comprenez bien
qu'on peut aujourd'hui constituer un média à partir de rien, puisque le contenu d'un média peut être diffusé automatiquement, et la plupart du temps gratuitement, sur d'autres sites. C'est cette syndication de contenu qui est devenue la norme. Il y a déjà plus de 10 ans, en 2013, en France, 10% des informations se propageaient en ligne en moins de 4 secondes, et 25% se propageaient en moins de 4 minutes. Donc imaginez bien que les agences qui publient des histoires, on va dire, non controversées, qui s'appuient principalement sur des sources officielles ou sur des sources d'agences, et puis ces journalistes qui veillent à bien se tenir évidemment éloignés de tout ce qui pourrait nuire à leur carrière ou à leurs médias, eh bien vont se retrouver pris dans la bouche d'un tigre. Pourquoi ? Parce que ces journalistes stressés, pressés, qui regardent en permanence ce que publie la concurrence, sont en fait des proies faciles. Des proies faciles pour les propagandistes dans cette guerre généralisée de l'information. C'est-à-dire que la guerre de l'information se base sur la fragilité du travail journalistique. C'est pour cela que vous, décideurs, vous devez faire vous-même ce travail de journaliste en même temps que le travail de digestion de l'information.